Bonjour à tous. Je crois qu'on est déjà en ligne. Est-ce que, écoutez, je vais prendre quelques instants, le temps que tout le monde puisse nous rejoindre. Je vous remercie d'être présent sur ce webinaire dont le titre est Adopter le passwordless sur votre infrastructure et application legacy avec Yubico et Silverfort. Donc, très, très heureux de pouvoir faire cette présentation. Je vais vous présenter l'équipe qui va être amenée à vous parler de de nos différentes solutions. Alors, du côté Silverfort, on a Franck Lévis, qui est ingénieur solution, donc qui va pouvoir vous présenter aussi certains aspects. Et mon collègue, donc mon confrère Franck, et mon collègue Renato, qui est ingénieur solution du côté Yubico, et qui a véritablement la maîtrise de l'utilisation sur de multiples use cases de la YubiKey. Pour ma part, je suis Sales Manager pour la France, pour Yubico, sur le périmètre France. Je représente la partie commerciale et la partie partenariat, la partie aussi communication de Yubico sur la France. Voilà, écoutez, concernant juste une petite précision, si vous attendez par rapport aux questions, évidemment, on laissera un temps à la fin, aussi long que nécessaire, pour que vous puissiez poser toutes les questions en fin de webinaire. Bien évidemment, nous vous enverrons la présentation enregistrée. Peut-être inutile de prendre des notes trop précises. Vous aurez la présentation et vous aurez aussi l'enregistrement que vous pourrez réécouter à loisir à la fin de cette présentation. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Est-ce qu'on peut avancer sur le premier slide, Franck? Alors, l'agenda va s'articuler autour de 4 parties. Je vais me charger de cette partie, la première partie qui est de mettre en avant la YubiKey en quelques mots. Voilà, présenter la YubiKey et qui est Yubico pour ceux qui ne connaîtraient pas bien cet acteur de la cybersécurité. En deuxième point, nous allons aborder la complémentarité entre YubiKey et Silverfort. Je pense que c'est aussi tout l'intérêt de ce webinaire et c'est sans doute principalement pour cet aspect que vous êtes venu aujourd'hui nous rejoindre pour sans doute en savoir plus sur cette complémentarité. Nous l'aborderons évidemment et nous allons bien évidemment étendre avec une démo, ce qui vous permettra de voir en direct et Franck sera chargé de cette démo. Et à la fin, comme je l'avais annoncé au départ, une session de questions-réponses. Bien. Alors, quelques mots sur la clé. Certains d'entre vous la connaissent. Vous avez un visuel de la clé à gauche sur le slide qui représente une série de clés de la nano à l'extrême gauche jusqu'à à droite la 5 NFC. Ce sont des clés, vous voyez un capteur de présence physique, notamment sur les clés de droite, qui sont des clés de série 5, qui permettent effectivement d'avoir un MFA parmi les plus sécurisés qui existent sur le marché, et évidemment avec une expérience utilisateur très intéressante qui permet d'aller jusqu'au passwordless, c'est-à-dire de se passer de login et de password si nécessaire. Donc, on a différentes connectiques. Les clés à gauche, vous voyez, sont des clés plutôt nano, destinées à rester de façon semi-permanente dans les postes. Je pourrais bien évidemment aller plus loin si vous le souhaitez, sur des meetings très précis. On pourra faire des présentations très précises sur ce type de YubiKey si vous le souhaitez. Juste un mot, ces clés sont typées 68, résistant à l'eau, à la poussière. Il n'y a pas d'obsolescence programmée, donc il n'y a pas de coût récurrent dans l'achat de ces clés. C'est vraiment un outil qui permet effectivement aussi de s'adapter à différents systèmes d'information, puisque à droite, vous voyez tous les protocoles, puisque la clé embarque sur la série 5, tout du moins, embarque tous les protocoles standards du marché, que ce soit du protocole carte à puce, smart card, du protocole FIDO, de l'OTP. On peut faire également du chiffrement et de la signature, ce type de clé. On peut embarquer jusqu'à 12 certificats, tout dépend de la taille du certificat, je ne rentrerai pas dans le détail. Et juste une précision sur les 2 protocoles les plus modernes, FIDO2 et FIDO-U2F. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Yubico est co-rédacteur du protocole FIDO-U2F en 2014 avec Google et co-rédacteur du protocole FIDO2 avec Microsoft en 2018. Et nous faisons partie du board de l'Alliance FIDO, au même titre que Google, Microsoft ou encore Apple, qui nous a rejoints
en 2020. Et toutes ces sociétés, effectivement, poussent vers le passwordless. Donc, Yubico est une société suédoise. Ça, c'est important à préciser. Nos clés sont fabriquées à 90% en Europe. Et ça, c'est très important de le savoir. Pour des raisons de sécurité, jamais les clés ne sont fabriquées dans une autre partie du monde, sauf pour le marché américain, où une partie des clés qui concernent le marché nord-américain sont fabriquées en Amérique du Nord. Mais pour le marché européen, les clés sont fabriquées entièrement en Europe. Et nous avons d'ailleurs une certification ANSI sur des clés CSPN pour certaines OIV, OSE, certains ministères, certaines entités publiques qui ont besoin de cette garantie. La clé est évidemment multi-OS et multi-navigateur. Slide suivant, Franck. Alors, la compatibilité, on peut voir les différentes. On n'a plus d'application ici sur. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Et vous pouvez voir que ça peut être aussi bien du CMS que du VPN, par exemple, de l'IAM. Je tiens à préciser que, par exemple, sur l'IAM et sur pas mal d'applications, on a une compatibilité FIDO, ce qui permet effectivement, sur l'IAM, qu'à 90% des IAM sont FIDO2 ready, ce qui permet d'avoir une expérience utilisateur optimum avec notamment la possibilité de faire du passwordless et de se passer totalement de login password. Donc, sur différentes applications, on peut voir que la clé est adaptée et va répondre à la très grande majorité de use cases dans vos entreprises et va être compatible avec des technologies diverses. C'est tout l'intérêt, c'est cette polyvalence et cette capacité aussi à être totalement compatible dans un écosystème très large. Slide suivant. Alors, je vais sans doute laisser mon collègue Renato parler de ce slide. Renato, je t'en prie. Oui, merci Karim. Donc, du coup, juste pour parler un peu du protocole FIDO2, il est sans doute le protocole d'authentification le plus intéressant disponible aujourd'hui. Pour rappel, il est le protocole qui fait partie, qui est un standard ouvert. Il a été ratifié par W3C. Donc, du coup, ça veut dire que FIDO2 fait partie du standard de web. Il est ce qui donne la meilleure expérience utilisateur, puisque nous pouvons passer à un mode passwordless, comme disait Karim, où l'utilisateur n'a plus besoin de son login ni son mot de passe pour s'authentifier. FIDO2 est aussi un protocole très sécurisé. C'est le plus sécurisé aujourd'hui, pour tout dire. Étant résistant à plusieurs types d'attaques différents, dont le phishing. Donc, du coup, FIDO2 est considéré un protocole résistant au phishing. Et aussi pour les administrateurs, bon, du coup, il n'y a plus de PKI à mettre en place ou de cycle de vie de certificat à gérer. Donc, c'est beaucoup plus léger pour la gestion côté administratif. Et en plus, voilà, pour les administrateurs, ça réduit beaucoup aussi les appels helpdesk pour faire de reset mot de passe, par exemple. Quand on parle du protocole FIDO2, je pense que le seul bémol que nous avons aujourd'hui, c'est justement le fait qu'il n'est pas nativement disponible sur toutes les applications et systèmes que nous utilisons aujourd'hui. Et ben voilà, quand on parle par exemple de systèmes basés, de systèmes web basés sur les clouds, FIDO2 est largement adopté. Par contre, pour les systèmes legacy ou les systèmes on-prem, cela n'est pas forcément le cas. Et c'est justement là que Silverfor vient à notre secours, justement pour pouvoir adopter FIDO2 dans ces cas d'usage où les applications ne peuvent pas nativement le faire. On peut passer les slides suivants, s'il te plaît, Franck. Voilà, donc juste pour vous donner un exemple de ce type de cas d'usage, un cas particulier, c'est l'ouverture de session Windows. On peut faire cette tâche avec le protocole FIDO2, mais par contre, là, il faut qu'on ait un certain nombre de prérequis en place. Par exemple, la machine doit être jointe soit Azure, soit en mode hybride. Donc, si on n'a pas ces types d'écosystème, du coup, on ne peut pas utiliser FIDO2 pour faire cette tâche. Et là, on ne laisse que le choix d'utiliser le protocole Smart Card, justement pour l'Active Directory on-prem.
Et avec ce type de protocole, justement, il y a un protocole qui est très bien pour la partie de sécurité. Par contre, sa gestion de cycle de vie de certificat, mettre en place une PKI, faire la gestion de la PKI, bon, voilà, il y a pas mal de choses qui ne sont pas forcément très intéressantes pour la partie administrative. Slide suivante, s'il te plaît. Ah, voilà, donc du coup, je pense que je passe la main à Franck pour continuer avec la démo. Merci Renato. Oui, du coup, comment on peut apporter la YubiKey en mode FIDO2 aux applications legacy de l'infrastructure? D'abord, je vais vous expliquer un peu les autres approches sur le marché. Il y a des approches avec un agent classique qu'il faut déployer sur les postes de travail, sur les serveurs pour enforcer un MFA à l'ouverture de la session. Et il y a une approche proxy via, par exemple, solution PAM avec un bastion où il faut s'authentifier avec un MFA sur le bastion ou sur l'interface web du PAM avant d'être capable d'accéder aux ressources cibles. Les deux approches ne sont pas optimales. Les agents, il faut le déployer partout, les gérer, s'il y a des mises à jour Windows, etc. Et l'approche PAM, c'est lourde et complexe à gérer et ça prend beaucoup de temps pour bien mettre en place. Du coup, on a développé l'approche server-forte où l'utilisateur se connecte à une ressource et à ce moment-là, il y a une demande d'authentification qui va venir à un contrôleur de domaine dans le domaine Active Directory pour toutes les authentifications dans Active Directory. À ce moment-là, on peut consulter la solution server-forte en tant qu'un deuxième opinion. Server-forte peut déclencher une authentification forte s'il y a une politique qui a été définie pour enforcer un MFA. Cette MFA peut être une MFA FIDO2 en utilisant un petit client sur les postes de travail qui va ouvrir une application web, une page web pour déclencher l'authentique FIDO2 avec le YubiKey. Et ça permet d'ajouter la sécurisation FIDO2 à n'importe quelle authentification Active Directory. Et je vais vous maintenant montrer les différents cas d'usage où on peut ajouter l'authentification FIDO2. D'abord, je vais montrer comment enrôler un utilisateur avec un YubiKey. L'utilisateur se connecte à une page web spécifique, met son adresse email et ensuite valide son adresse email et va insérer son clé FIDO2 pour permettre l'enrôlement. Il faut toucher la clé et ensuite entrer le code de sécurité pour finir l'enrôlement qui a été envoyé par email pour faire l'association d'utilisateurs avec la clé physique. À ce moment-là, la clé était enregistrée et permet à l'utilisateur de l'utiliser pour tous les différents endroits dans Active Directory. Du coup, je vais vous montrer quelques cas d'usage. D'abord, l'ouverture de session RDP. L'utilisateur fait une connexion classique RDP. Et après avoir authentifié l'utilisateur, on va déclencher une authentification via le petit client sur le poste de travail. Il faut toucher la clé et ensuite l'utilisateur est authentifié dans la solution cible. Du coup, on peut facilement ajouter une authentification FIDO2 dans n'importe quelle authentification, par exemple l'authentification RDP. Il n'y a pas besoin de déployer un agent sur le serveur, ni sur des postes de rebond, uniquement sur le poste de travail où il y a la clé YubiKey à insérer. Ensuite, je vais ouvrir une connexion SSH. Ça peut être une connexion vers un serveur Linux qui a été jointe à Active Directory
via une solution AD bridging comme TripleSD ou autre, ou on peut aussi sécuriser les accès vers des serveurs, des équipements réseau, par exemple authentifiés via Radius. Aussi longtemps qu'il y a une authentification interpublique, on peut ajouter l'authent FIDO2. Du coup, je m'authentifie avec mon compte. Et à ce moment-là, on peut déclencher l'authentification FIDO2. On touche la clé et l'utilisateur a été approuvé pour faire la connexion. Du coup, ça permet aussi de sécuriser des connexions Radius qui normalement ne permettent pas de FIDO2. Ensuite, il est possible aussi de sécuriser les accès console vers un ordinateur. Je vais vous montrer l'ouverture de session. Malheureusement, je n'ai pas l'accès physique parce qu'il s'agit d'un environnement démo qui a été virtualisé. Par contre, ça marche de même façon sur... pardon. Ça marche de même façon sur un poste physique. Du coup, l'utilisateur se authentifie sur la session Windows. Et après, il y a un agent qui est disponible pour valider l'authentification. La raison d'avoir un agent dans cet exemple, ça permet d'authentifier les utilisateurs qui ne sont pas connectés à leur réseau d'entreprise. Du coup, d'avoir un agent sur les postes de travail nomades, portables, c'est essentiel. Mais ça permet de faire une authentification FIDO2 partout, même pour des connexions hors ligne. Ça, c'est la façon d'authentifier les utilisateurs hors ligne. Ensuite, il y a les use cases pour sécuriser les accès en ligne. Vous pouvez passer via une solution PAM. Comme j'ai expliqué, c'est difficile à implémenter, c'est coûteux, c'est complexe à gérer. Et ça permet uniquement de protéger les accès à l'ouverture de session. Avec la solution Silverfort, on peut, par exemple, protéger tous les différents accès administratifs, par exemple, une connexion PowerShell. L'ouverture de la fenêtre PowerShell déclenche l'authent FIDO2. L'utilisateur a besoin de toucher sa clé YubiKey. Et à ce moment-là, l'utilisateur peut ouvrir la fenêtre PowerShell. C'est non seulement à l'ouverture de la fenêtre PowerShell avec le compte admin qu'on peut sécuriser la connexion, mais aussi pour tout ce qui est accès à distance. Du coup, vous pouvez sécuriser les consoles d'administration RSAT, les connexions PowerShell à distance, WMI, PSExec, tous les différents protocoles qui sont utilisés dans l'environnement Active Directory sont sécurisables avec YubiKey. Je clique sur le bouton Authenticate pour démarrer l'authent FIDO2 pour permettre l'authent YubiKey dans, par exemple, une connexion PowerShell à distance. Du coup, c'est une façon pour facilement sécuriser tous les accès admin, par exemple, comme demandé par une assurance cyber. Ensuite, on peut aussi sécuriser les accès métiers. Imaginez-vous un partage réseau avec des documents sensibles. Vous voudriez le sécuriser avec un MFA. Ça, c'est possible avec Silverfort. Vous pouvez déclencher le FIDO2 quand l'utilisateur se connecte à un partage réseau. On montre le fameux bouton pour authentifier l'utilisateur pour déclencher l'authent FIDO2. Et à ce moment-là, l'utilisateur a accès au partage réseau. Pareil pour un client lourd. Imaginez-vous un client lourd comme un client SQL ou autre qui ne permettent pas le MFA nativement. Maintenant, vous pouvez le sécuriser avec YubiKey aussi longtemps que le client lourd fait un authent Active Directory. Au moment que l'utilisateur se connecte, on peut déclencher l'authent FIDO2 pour renforcer la
l'authentification avec la YubiKey. Et l'utilisateur est connecté au serveur. Ça, c'est pour la partie démo. Je vais vous montrer comment on peut maximiser le return on investment avec des cas d'usage qui ne sont pas nativement possibles de sécuriser avec YubiKey. Mais grâce à Silverfort, il est possible de faire un enrôlement unique pour donner accès partout, sans besoin d'aller vers chaque serveur pour révoquer des clés publiques, mais de faire un simple enrôlement pour donner accès partout et de révoquer l'accès partout. On peut protéger les nouveauteurs de la session via RDP, SSH ou console, dans les scénarios en ligne, mais aussi hors ligne avec l'agent. On peut protéger les accès administrateurs, comme par exemple l'ouverture de PowerShell ou les consoles d'administration, ainsi que les accès PowerShell distants. Et on peut protéger les accès métiers, par exemple accès à un partage réseau, ouverture d'un client lourd ou autre. Avez-vous des questions? Merci Franck. Je vois qu'il y a déjà une question qui nous est arrivée sur le chat. Donc, je vais vous la poser, Renato et Franck. Oui. Quelle est la durée maximale autorisée pour que l'utilisateur fasse son authentification FIDO2? Les applications gèrent bien ce long temps d'attente avec point d'interrogation? OK, oui. En général, le délai autorisé par défaut, c'est autour de 30 secondes. Et ça, c'est un délai qui est dans le protocole Kerberos est généralement accepté pour faire l'attente. Heureusement, 30 secondes suffit généralement pour faire l'attente MFA. Sinon, il y a un besoin de recommencer l'authentification initiale pour répondre. Alors, Jean-Benoît, puisque c'est Jean-Benoît qui pose la question, demande s'il faut installer un agent Silverfort sur les DC. Oui, tout à fait. Au lieu de déployer un agent sur tous les serveurs, il faut déployer les agents sur les DC et ensuite, le DC va envoyer les demandes d'authentification vers l'infrastructure Silverfort qui est à côté. Une autre question est arrivée, question d'Olivier. Peut-on optimiser le nombre de fenêtres qui apparaissent avant de devoir toucher la clé? Malheureusement, il s'agit de traitement du flux FIDO2 dans le navigateur web et le système d'exploitation qu'on ne change pas. Et du coup, ce nombre des fenêtres, ce n'est pas facile à changer. Juste un point là-dessus, Franck. Je pense Oui. que si il y a certaines fenêtres qui apparaissent parce que voilà, tu avais plusieurs options d'authentification. Tu avais le PIN code et la security key. Mais par exemple, si l'utilisateur a que la security key qui est enregistrée, je pense que cette fenêtre-là ne va pas apparaître. Elle va demander directement la clé de sécurité. OK. Et pour l'enregistrement, il y a pas mal pour l'enroulement, pour l'association de la YubiKey avec les comptes. En fait, il y a pas mal de pop-up qui apparaissent, qui sont liés sont des pop-up que le navigateur montre aux utilisateurs. Et là, ça dépend aussi du navigateur qu'on utilise. Si on utilise Chrome, par exemple, on va avoir plusieurs pop-up parce qu'aujourd'hui, Chrome a des supports au passkey de Google, par exemple. Et du coup, il va nous demander d'abord de choisir si on veut utiliser soit la TPM de l'ordinateur, soit une clé de sécurité externe pour faire l'authentification et après, voilà, d'autres pop-up. Par contre, si on utilise Edge, par exemple, ça va devenir moins de pop-up à utiliser. Donc, vraiment, là, ça dépend de la quantité de fenêtres qui s'affichent. En fait, ça dépend vraiment de chaque situation, de configuration utilisateur, quel est le navigateur qu'on utilise. Voilà. Merci, Renato. Merci. Une autre question qui nous est arrivée, quels sont les prérequis en termes d'infra pour l'implémentation de cette solution? Oui, bonne question. Il faut déployer des appliances virtuelles qu'on fournit. La solution Silverfort consiste d'une console d'administration et des VM nœuds qui sont à côté des contrôleurs de domaine.
Le nombre des nœuds, ça dépend un peu sur la taille d'Active Directory. Si vous avez un Active Directory qui est partout dans le monde avec peut-être 50 contrôleurs de domaine, on peut parler de peut-être 4, 5, 6 nœuds. Si vous avez un Active Directory qui est uniquement en France, vous pouvez peut-être avoir seulement 2 nœuds. Dernièrement, il y a un service desktop messaging service qui fournit la capacité de lancer l'autant de FIDO2 dans des réseaux cloisonnés. Si vous n'avez pas besoin d'opérer dans des réseaux cloisonnés, vous n'avez pas besoin de déployer cette appliance. Du coup, il y a 3 ou 4 VM à déployer. Juste une petite remarque avant de lancer la prochaine question. N'hésitez pas, si la réponse ne vous satisfait pas totalement, soit de préciser, soit ultérieurement, on pourra envisager des meetings un peu plus techniques pour effectivement répondre de façon plus exacte. Donc, si les réponses ne sont pas totalement ce que vous attendez, on pourra éventuellement y répondre ultérieurement, peut-être en privé ou sur des meetings plus adaptés avec moins de monde qu'on a à présent. Je lance la prochaine question qui est une question d'Olivier à nouveau. Silverfort ou Yubico peuvent-ils fournir des preuves de traçabilité pour auditabilité si l'on passe de Bastion, par exemple, si l'on se passe de Bastion, par exemple? Oui, tout à fait. Chaque authentification Active Directory est enregistrée dans les journaux Silverfort et on peut prouver si quelqu'un passe via un Bastion ou non. On peut même interdire des connexions en dehors du Bastion avec des comptes privilégiés, par exemple. Du coup, Silverfort peut fonctionner en complément des solutions PAM pour montrer l'enforcement des connexions via une solution Bastion. Merci. Question suivante. Jean-Benoît nous repose une question. Si on fait déjà de l'authentification Smart Card PIV pour les admins, quel avantage de passer à du FIDO sur ces scénarios? L'authentic Smart Card PIV, c'est généralement à l'ouverture de la session. Au moment que l'utilisateur a été authentifié, on a un jeton Kerberos sur le serveur ou sur le post-travail qui permet de faire des connexions ailleurs dans l'environnement Active Directory. Avec Silverfort et FIDO2, on peut granulairement déclencher un MFA de type step-up vers tous les différents accès. Du coup, vous pouvez granulairement déclencher un MFA quand vous ouvrez une connexion PowerShell distant. La raison d'avoir une deuxième MFA après l'ouverture de session, s'il y a quelqu'un qui vole le jeton Kerberos, il ne peut plus faire des mouvements latéraux parce qu'on peut arrêter tout ce qui est le mouvement latéral. Je pense qu'il y a aussi d'autres éléments de réponse, comme par exemple la partie gestion de certificats, gestion de l'APKI. On n'a plus cette partie-là qui est assez lourde en termes de coûts et d'administration de personnel. Et aussi la partie matérielle, justement parce que ça réduit pas mal les coûts quand on utilise FIDO2, justement parce qu'on n'a plus besoin d'acheter de cartes à puce, lecteur de carte à puce. Donc, les ordinateurs peuvent être plus légers en termes de hardware. Merci, Renato. Merci de cette précision. Mathieu nous pose la question suivante. Comment sont gérées, transmises, affichées les notifications à l'utilisateur sur son bureau? Point d'interrogation. Oui. Il y a une petite application desktop app Silverfort qui est installée sur le post-travail où l'utilisateur devrait insérer sa clé YubiKey. Du coup, au moment que l'utilisateur déclenche une authent nécessitant une authentification FIDO2, on va voir que l'utilisateur est enrôlé avec son desktop app sur son post-travail et on va envoyer la demande d'authentification vers cette application qui nécessite de cliquer sur le bouton Authenticate. Et quand l'utilisateur clique sur le bouton, ça ouvre un navigateur web vers la page web qui demande l'authent FIDO2. Merci, Franck. Question suivante d'Emmanuel, que je salue au passage, que je vois qu'il suit beaucoup l'actualité Yubico. Je vois qu'il suit tous les posts LinkedIn, donc il est, à mon avis, très au fait. Donc, Emmanuel nous demande, bonjour, est-il possible d'avoir 2 clés YubiKey pour 2 équipements différents
pour un utilisateur, s'il vous plaît? Il est possible d'enrôler plusieurs supports FIDO2 pour le même utilisateur dans la solution Silverfort. Du coup, on peut utiliser différentes clés pour authentifier le même utilisateur. On ne peut pas limiter une clé à un seul endroit. Mais si, par exemple, vous avez des comptes admin dans Active Directory, qui est la meilleure pratique Microsoft, vous pouvez avoir une clé pour les accès admin et une clé pour les accès normaux. Merci Franck. Une question de Vivian. La solution Silverfort permet-elle bien l'ouverture de sessions sur le poste physique pour un utilisateur standard ou bien est-ce limité aux connexions distantes? Les deux, on peut sécuriser l'ouverture de la session sur les postes physiques et pour les connexions distantes. En fait, on a deux différentes approches. On a l'approche agentless où il n'y a pas d'agent sur le poste ou sur le serveur. Là, on peut déclencher le MFA. Par contre, ça nécessite de desktop app pour montrer le fenêtre qui va déclencher l'attente d'un navigateur web. Sur un poste connexion initiale vers un poste travail, il faut déployer l'agent parce qu'il n'y a pas de moyen de montrer le navigateur web avant la session Windows a été ouverte. Du coup, oui, on peut sécuriser les postes physiques et les connexions à distance, mais pour les postes physiques, il faut déployer un petit agent qui permet aussi la connexion en mode hors ligne. Merci Franck. Jean-Benoît nous repose une question. Que se passe-t-il si l'appliance tombe en panne ou un problème de réseau entre les DC et Silverfort? Les authentifications sont-elles bloquées? Non, oui ou non, ça dépend que vous voudriez avoir comme politique de réponse. Dans le cas où il n'y a pas de disponibilité de la solution Silverfort, il est possible de paramétrer une politique de secours. Soit vous autorisez les connexions, soit vous les bloquez. Il est même possible de spécifier l'endroit depuis où les connexions devront être possibles et les endroits où ce n'est pas le cas. Jean-Benoît ajoute, pour revenir sur l'authentique Smart Card PIV, je pensais à la clé YubiKey utilisée en tant que virtual Smart Card, pas d'une Smart Card physique à l'ancienne. Justement, dans ces cas-là, justement, on enlève la partie dont je parlais d'avoir besoin d'acheter un lecteur de carte à puce voilà, et de faire la gestion de carte à puce physique. Par contre, on a toujours la problématique de, justement, tout ce que Franck a dit, plus la partie gestion de PKI qui n'est pas simple, et aussi gestion de cycle de vie de certificat des utilisateurs. Donc voilà. C'est plus léger l'utilisation du FIDO2 pour la partie administration. Merci pour cette précision. La question suivante nous vient d'un invité anonyme. La demande d'authentification via la YubiKey se déclenche pour toute demande d'authentification AD ou lors de l'utilisation de certains exécutables comme PSX, par exemple. Ça, c'est une bonne question. En fait, je n'ai pas montré cette partie-là, mais il est possible de paramétrer des politiques dans la solution Silverfort pour spécifier ou déclencher l'attente FIDO2. Du coup, là, vous pouvez spécifier dans la politique Silverfort la protection de protocoles cibles, par exemple Kerberos, NTLM ou LDAP dans Active Directory. Vous pouvez déclencher des politiques de façon statique ou basée sur le risque pour éviter le MFA fatigue, de uniquement déclencher un MFA quand on voit qu'il y a un souci ou il y a un risque associé avec l'attente. Ça peut même être un risque comme rapporté par une solution tierce, comme une solution EDR, XDR. Vous pouvez spécifier le groupe cible suivant le modèle airbag dans Active Directory pour la politique. Du coup, vous pouvez avoir des politiques différentes pour les admins que pour des employés, que pour des externes. Et ensuite, il y a la source et destination pour la connexion qui sont utilisées pour déclencher l'attente. Il n'y a pas besoin de spécifier les deux. Vous pouvez déclencher une attente pour toutes les connexions à partir d'une source pour toutes les connexions vers une destination cible. Vers un cible, et ensuite vous spécifiez la protection MFA avec FIDO2 pour déclencher l'attente YubiKey. Du coup, vous pouvez utiliser les politiques pour uniquement déclencher la MFA où il y a un besoin.
quand il y a un besoin et pas pour toutes les connexions. Merci, Franck. Une autre question, je vois que ça a beaucoup de succès, tant mieux. Quelle est la procédure lorsqu'un utilisateur perd sa clé, sa YubiKey? Ah oui, quand un utilisateur perd sa clé, il faut contacter la desk qui va enlever son jeton, dissocier son jeton dans l'interface admin de la solution Silverfort. Du coup, c'est un appel helpdesk. Si vous avez paramétré d'autres méthodes MFA autorisées, par exemple un code OTP ou un push vers un téléphone portable, il est possible d'avoir une méthode MFA de secours qui peut être utilisée dans l'absence de YubiKey, jusqu'au moment que l'utilisateur a été provisionné avec une nouvelle clé YubiKey. Merci. Il nous reste encore un peu de temps, donc j'en profite puisqu'il y a un afflux de questions. Pour des raisons conformité, SecNumCloud ou autres, je voudrais éviter l'utilisation du cloud public. Est-ce que tous les use cases que vous avez montrés aujourd'hui fonctionnent dans un environnement cloisonné? Tous les use cases, sauf l'ouverture de la session initiale sur les postes de travail qui nécessite l'agent Silverfort sur les postes de travail. Cet agent utilise un enrôlement d'utilisateurs dans le cloud public, dans une partie de l'infrastructure Silverfort qui tourne dans le cloud public. Sauf de cet accès initial vers les postes de travail, tous les autres accès, on peut sécuriser dans des réseaux cloisonnés. Une autre question qui nous est parvenue, les informations côté utilisateur final peuvent-elles totalement en français? Oui, ça c'est une question qui revient de temps en temps. On n'a pas encore la traduction en français, mais pour des clients qui sont intéressés, on peut discuter sur le sujet parce que j'estime que l'effort nécessaire n'est pas énorme de notre côté. Mais aujourd'hui, ce n'est pas encore le cas. Pouvez-vous sécuriser les postes de travail Mac et ou Linux avec un agent ou autrement? Sans agent, on peut protéger l'OTANT aussi longtemps que le poste est connecté avec Active Directory. On peut protéger l'initialisation de jetons Kerberos avec un MFA. On a par contre le desktop app qu'on peut fournir pour les Mac et pour les Ubuntu Linux qui permettent de déclencher la MFA YubiKey pour tous les accès depuis les postes Mac ou Ubuntu. Je vois que les questions affluent, il nous reste encore un peu de temps. Si jamais nous ne traitons pas toutes les questions, bien évidemment, je vous invite à nous proposer d'autres meetings, que ce soit Silverfort ou Yubico, pour qu'on puisse voir avec vous. Alors, la question, comment Silverfort identifie un exécutable? Il se base sur le hash de l'exécutable ou tente-t-il de reconnaître l'exécutable via son comportement si l'exécutable a été… je n'arrive pas à lire le terme. Je pense que la question est claire. Oui. Bonne question. En fait, on ne détecte pas du tout le lancement d'un exécutable. On identifie l'autante niveau Active Directory. Du coup, l'ouverture d'une fenêtre PowerShell ou console d'admin avec un compte admin va déclencher une autante dans Active Directory. Et à ce moment-là, on peut arrêter ou mettre en pause l'autante avec la solution Silverfort pour déclencher l'autante YubiKey et de donner accès uniquement quand l'utilisateur a approuvé la demande de MFA. Du coup, ça marche uniquement au niveau Active Directory. Il n'y a pas besoin de déployer des logiciels sur un serveur pour identifier le lancement d'un PowerShell ou une console d'admin. Ça marche en mode agentless. Merci Franck. Question d'Aziz. Est-ce que Silverfort est validé ANSI, pas seulement Yubico? Non, on vient d'entrer le marché français et on n'a pas encore des certifications spécifiques à la marché française. Et juste, je précise, Franck, pour Aziz, que la certification prend du temps. On l'a vu pour Yubico, qui avait déjà une crédibilité, une pertinence, et pourtant, ça nous a mis énormément de temps. On parle de 2 ans, mais nous, on a mis presque 30 mois pour obtenir la certification. Ce n'est pas de notre côté, c'est les délais de traitement.
Donc voilà, juste pour préciser que même quand on est un acteur fort sur le marché européen, il n'est pas forcément évident, vu les délais de traitement des certifications et les critères, de l'obtenir rapidement. Mais voilà, ça ne préjugeait pas déjà de la clé avant même que nous ayons cette certification que nous avons obtenue l'année dernière ou fin 2021 plus exactement. J'ai reçu la certification campus cyber en septembre, le fameux, vous savez, le fameux diplôme de visa CESPN pour Yubico. Je l'ai reçu simplement en septembre, donc ça fait moins d'1 an qu'on me l'a remis au campus cyber à Paris. Voilà, c'est juste pour préciser qu'on est attentif à ça, mais qu'il y a des délais de traitement très longs sur tout ça. Je crois qu'on arrive quasiment à la fin. Je ne vois pas d'autres questions pour le moment. Est-ce que Renato ou Franck, vous voulez préciser quelque chose? Moi, j'ai juste un point, parce on a pas mal parlé de PowerShell pendant la présentation, et aussi j'ai vu quelques questions autour de ce sujet-là. Même pour les cas où nous avons une machine qui est jointe à Azure ou hybride, on ne peut pas sécuriser la PowerShell avec FIDO2. Donc là, c'est vraiment c'est quelque chose qui est sans Silverfort ou notre solution qui fasse ces types de tâches. On ne peut pas utiliser FIDO2 pour sécuriser PowerShell. Donc là, c'est un exemple des choses qui ont sans Silverfort. Même si on avait les bons environnements, on ne pourrait pas le faire. Merci Renato. Je crois qu'on est parfaitement synchrone. On est à 2 minutes de la fin, ce qui va nous permettre de faire la conclusion. Encore une fois, merci à tous. Je vois que quasiment l'ensemble des participants est resté tout au long du webinaire, ce qui prouve que peut-être qu'il y avait des réponses pertinentes. Donc, nous vous remercions de votre présence et puis du fait que vous soyez restés jusqu'à la fin. Comme convenu, nous allons vous envoyer, on va vous envoyer l'enregistrement, la présentation, ce qui vous permettra évidemment de les revoir, et sans doute d'autres questions vont émerger, et de reprendre contact avec vous. Reprenez contact avec nous, avec les différentes parties, vous les connaissez maintenant, hein, que ce soit Yubico, Silverfort, et nous nous ferons un plaisir de continuer à répondre à vos questions et d'aller plus loin sur tous les aspects, pas uniquement techniques, je dirais, mais essentiellement techniques si c'est nécessaire. Voilà, messieurs, je crois qu'on arrive à la fin. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à tous une très bonne journée. Bonne journée, merci. Merci, bonne journée.